Alors, on a fait ce petit quiz où on vous a mis quelques propositions. Hein, où voilà, ce sera à vous de dire éventuellement quelles sont les bonnes réponses. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un petit peu piégeux parce que parfois, il n'y a aucune bonne réponse. Il suffit d'un petit mot ou d'un petit verbe pour penser que, voilà, et en fait, la proposition n'est pas juste. Mais bon, de toute façon, ça va être l'occasion un petit peu d'une discussion, d'un échange à propos de la loi, quoi, en fait. Je vais peut-être préciser que celui qui a toutes les bonnes réponses n'a pas de prix. Hein. Donc, n'hésitez pas à participer, à voilà. répondre. Posez vos questions. Dans le domaine du droit, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et à la fin de notre intervention, de Pascal, on vous remettra un dossier dans lequel vous allez trouver des dépliants, de la documentation un peu plus technique, mais bon, le droit c'est technique, et les réponses au quiz. Voilà. Voilà, parce qu'on fait des fiches techniques sur chaque grand thème. Donc, effectivement, on vous a mis celles relatives au thème de ce soir. Donc, tout ce qui concerne le contrat de location et les fiches sur les congés. Et puis, il y a les bonnes réponses du quiz avec les petites indications donc à côté. Mais bon, j'espère qu'effectivement, ça sera un échange et que je ne vais pas dérouler les informations. Non, on va faire participer, voilà. On va vous faire participer en vous demandant de lever la main. C'est comme ça. Voilà. Comme à l'école. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour poser tout de suite vraiment clairement les choses, effectivement, les rapports locatifs, on ne fait pas ce qu'on veut puisque c'est régi par une loi. Hein. Donc, je vais essayer à chaque fois de ne pas être trop technique dans les articles, mais je suis bien obligée quand même de poser effectivement la base. Donc, c'est une loi qui date maintenant du 6 juillet 1989. Vous vous doutez que depuis 89, il y a eu des évolutions. Hein. Chaque fois qu'il y a des grandes lois sur l'urbanisme, le logement, effectivement, il y a des retouches, des compléments, des abrogations, des changements. Mais c'est cette loi qu'on trouve bien sûr sur Internet, au jour d'aujourd'hui. C'est cette loi qui régit précisément les rapports, donc en ce qui concerne les rapports locatifs, mais pour la résidence principale, bien sûr. On ne traite pas ici de ce qui est meublé de tourisme, résidence secondaire, etc. Il s'agit vraiment de l'habitation principale. Et c'est ce qu'on appelle une loi d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout y déroger, c'est-à-dire ni les propriétaires ni les locataires n'ont le choix de s'y soustraire. Voilà. Alors, on va peut-être attaquer tout de suite par la première diapo. Alors, c'est vrai que lorsqu'un propriétaire veut louer son logement, généralement, donc, il va souvent commencer par une petite annonce. Hein. Alors là, je n'ai pas traité parce que dans les diapos, je n'ai pas mis à chaque fois tous les éléments, tout ce dont on peut dire, mais du coup, j'en profite toujours un petit peu pour le glisser. Sachez maintenant, notamment pour les propriétaires, que maintenant, les annonces, alors qu'avant, c'était réglementé que pour les professionnels, maintenant, pour les particuliers, vous avez effectivement de récents textes qui vous oblige à mettre un certain nombre de mentions. Hein. Il y a un tout récent arrêté qui oblige à partir de juillet 2022 à mettre des choses obligatoires, en ce qui concerne notamment le montant du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et notamment si le logement est situé, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, en zone tendue. Hein. C'est le cas d'Annemasse, Annecy et Thonon. Voilà. Et je pose les questions, et puis après, c'est oui, tu peux poser les questions, oui, Coralie, effectivement. Et pour en finir sur les annonces, il y a les fameuses étiquettes énergie dont vous avez dû entendre parler aussi, qui doivent être mises maintenant. Donc, effectivement, c'est de plus en plus réglementé. Donc, propriétaire, sachez-le, mais n'hésitez pas. Alors, comme je vous dis, je ne vais pas vous donner tous les textes. Vous n'hésiterez pas à nous téléphoner à Annecy, à prendre rendez-vous et tout, si vous voulez absolument avoir en détail tous ces textes-là. Donc là, on va un petit peu attaquer. Donc, vous voulez répondre au fur et à mesure tout de suite. Les étiquettes énergie, ça va. Alors, les étiquettes énergie, ça s'applique déjà maintenant, en fait. Hein. Ouais, c'est depuis janvier, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, les étiquettes par rapport au nouveau diagnostic de performance énergétique, parce qu'en fait, il fallait déjà les mettre depuis un certain temps. Mais là aussi, c'est pas le sujet vraiment du jour, mais effectivement, cette question du diagnostic de performance énergétique qui est une annexe qu'il faut joindre au contrat maintenant. Étiquette le logement, et c'est vrai que cette étiquette énergie et émissions de gaz à effet de serre, il faut vraiment les mettre maintenant dans les annonces. Surtout qu'à partir de certaines étiquettes, les logements pourront plus être offerts à la location parce qu'ils seront plus décents. Les F et G.
ce qu'on appelle les passoires thermiques. Énergivores. Oui. Alors, j'ai une autre question. Si je suis déjà dans un logement, donc je ne connais pas, je suis rentrée avant 2022, est-ce qu'on peut... Alors, non, depuis déjà 2007, les propriétaires ont l'obligation de joindre un diagnostic de performance énergétique, mais c'est vrai qu'il n'était pas opposable. Bon, normalement, pratiquement maintenant, tous les contrats doivent être annexés à un diagnostic de performance énergétique, mais vous avez encore pas mal de propriétaires qui, effectivement, ne l'ont pas fait quand même, les locataires qui s'en fichaient, qui ne l'ont pas réclamé. Si, effectivement, on veut connaître son étiquette énergie, oui, bah, locataire, manifestez-vous auprès du propriétaire en disant, bon, bah, le diagnostic, voilà. Alors, attention, parce que réglementairement, éventuellement, un propriétaire, par exemple, qui aurait fait un bail avant, effectivement, l'entrée en vigueur de cette mesure qui date, je crois, de 2011, pourrait ne pas être encore obligé vraiment concrètement de le faire, puisque c'est les nouveaux contrats ou lors des renouvellements. Mais bon, après, effectivement, tout ce qui va en découler, le propriétaire a vraiment intérêt de le faire. D'accord. Après, la méthodologie qui est appliquée par le professionnel, elle est déterminée, hein, elle est encadrée. Donc après, c'est vrai que techniquement, ça peut être contestable, mais malgré tout, enfin, au résultat, ce qui compte, nous, le locataire, le propriétaire, c'est comment votre logement va être placé. Oui, oui. Donc après, c'est vrai que vous pouvez être en désaccord sur la façon de calculer. Là, c'est des discussions. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que les modalités de calcul du DPE, ça a toujours posé problème. Donc, au fur et à mesure que les années passent, on améliore. On affine, oui. On affine et on travaille, mais ça reste encore, j'allais dire, à améliorer parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui continuent à critiquer la façon dont le DPE est calculé. Et ça, il y a des enjeux derrière, parce que dans les années à venir, les propriétaires dont les logements sont placés FG ne pourront plus louer. Et déjà, à partir de août 2022, les contrats conclus à partir d'août 2022 ou renouvelés à partir de cette date-là ne pourront plus réviser le loyer. Et ça, c'est la loi climat et résilience là, de août 2021 et c'est à partir de août 2022. On pourrait vraiment faire un atelier uniquement sur ces questions. C'est pour ça que là, on peut peut-être passer, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'était pas le... C'est très important. Mais c'est très important. Hein. On le fera. On le fera, bien sûr. On imaginera. Avec peut-être aussi... nous, ce qu'on ne maîtrise pas au niveau de la... C'est la technique, par contre. C'est la technique. C'est une question technique, parce que c'est vrai que nous sommes juristes et du coup... il nous manque... Traiter ces questions techniques, on a besoin de s'associer avec notre association. Donc, on pourra l'imaginer. On pourrait peut-être le faire avec Régénéraux. Oui, voilà. Pourtant, il est indispensable et derrière, il y a quand même des conséquences qui sont vraiment... Mais c'est pas ça. Hein. Enfin, après, vous avez le sérieux du professionnel qui fait le DPE. Voilà. Mais en tout cas, le locataire, lui, il va s'en prévaloir du DPE que vous allez lui fournir. Non, c'est vraiment important parce que vous savez qu'aujourd'hui, un peu sur le département de la Haute-Savoie, les loyers sont très chers. Donc, c'est déjà un sacré enjeu parfois pour des familles de payer les loyers en temps et en heure. C'est important pour le locataire comme pour le propriétaire. Et en plus, aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de charge, surtout en matière de consommation d'énergie. Donc, cette question pour un propriétaire, elle doit vraiment être prise au sérieux parce que c'est important. Pour le locataire, le loyer plus charge, c'est vraiment... ça peut faire basculer parfois les choses et entraîner un locataire vers des impayés de loyer. Donc, autant qu'ils sachent au départ ce qu'ils louent comme logement. Voilà. Bon, on va peut-être repartir sur notre... on repart sur la première diapo. Donc, pour la location vide et meublée à usage de résidence principale, alors, A, le propriétaire peut refuser la location de logement pour n'importe quel motif à un candidat locataire. B, le candidat locataire doit présenter au propriétaire qui le demande des justificatifs sur sa situation. C, le propriétaire doit exiger un revenu équivalent à 3 fois le montant du loyer. Alors, il répond A. Oui. Il répondrait la B.
Oui, tout à fait. Tout le monde doit jouer. Hein. Tout le monde doit jouer. D'accord avec la B? D'accord. Alors, les autres sont d'accord avec la C? Non, avec aucune? La C? Vous, monsieur? Dans les 3 propositions, il n'y en a aucune qui vous inspire? Non, mais c'est pas forcément vrai, justement. C'est ça. Donc, quelle est la bonne réponse? D'après vous, quelle est la bonne réponse? Voilà, c'est ça en fait. Hein. Donc, qui pense que le propriétaire peut refuser la location d'un logement pour n'importe quel motif? Non, okay. Qui est d'accord avec la proposition B? Voilà. Madame aussi, madame aussi. Et vous? B aussi. Ah oui, d'accord. Oui. Et qui est d'accord avec la proposition C? Ok. Bon, alors, elle va pouvoir répondre. Alors, non, le propriétaire ne peut absolument pas refuser la location d'un logement pour n'importe quel motif. Il ne le peut pas pour tout motif discriminatoire. Hein, c'est un article du Code pénal, je ne vais pas l'énumérer en entier, hein, mais effectivement, on ne peut pas refuser un locataire pour tout ce qui est question de race, de sexe, de religion, de profession, enfin voilà. Hein. Voilà, un propriétaire, il doit regarder si le locataire, son futur locataire est censé être solvable ou pas, mais pour toute autre raison qui tienne à l'apparence physique, à la race, à la religion, tout ça, il n'est pas question de pouvoir dire je vous loue pas pour ce genre de raison. Alors, effectivement, il y a des problèmes de preuve. Hein. C'est sûr que, bon, généralement, les raisons ne sont pas forcément écrites, hein, mais si jamais c'était le cas, effectivement, là, il pourrait même y avoir une plainte pour discrimination. Hein. Donc, non, un propriétaire ne peut pas refuser pour n'importe quel motif. Le candidat locataire doit présenter au propriétaire qui le demande. Alors, effectivement, chaque propriétaire fait ce qu'il veut, hein, mais moi, si je suis propriétaire et que je veux quand même, effectivement, qu'on me paye mon loyer, je vais faire en sorte de prendre quand même un locataire qui va pouvoir quand même assumer, hein, parce que je vais peut-être compléter ma retraite ou payer mon crédit, etc. Donc, oui, je peux demander des justificatifs. Par contre, là encore, je ne peux pas demander n'importe lesquels. Hein. Il y a un décret de 2015, donc on vous a mis une petite fiche dans le dossier, la fiche technique avec le contrat de location, où vous trouverez la liste des documents que le propriétaire peut demander au locataire. Donc, ça concerne des choses précises, c'est ce qui concerne son identité, une pièce d'identité, ce qui concerne son domicile, ce qui concerne sa situation professionnelle et bien sûr ses revenus, fiches de salaire, avis d'imposition, etc. Oui, c'est limité. Voilà. C'est très limité, strictement, là, une liste limitative. Pareil, si on demande un garant, effectivement, il y a une liste de documents qu'on peut demander au garant. Donc, c'est ça et uniquement ça, et on ne peut pas rentrer dans d'autres considérations. Et le propriétaire doit exiger un revenu équivalent à 3 fois le montant du loyer. Alors ça, je l'ai mis parce que c'est une idée très couramment répandue que ce serait obligatoire. D'ailleurs, en parallèle, c'est pareil, au niveau bancaire, effectivement, des fois, il y a des règles qui sont dites comme ça, mais qui sont pas forcément, c'est pas forcément écrit dans le marbre. Et non, au niveau, effectivement, d'une location, bon, on est bien d'accord qu'il faut que ce soit proportionné. Comme je viens de le dire, moi, si je prends un locataire, je veux qu'il me paye mon loyer. Donc, c'est sûr que si j'ai un loyer de 800 €, c'est délicat de prendre quelqu'un qui gagne que 900 €, mais il n'y a aucune obligation écrite. La loi n'exige pas qu'on gagne forcément tant. Des fois, il peut y avoir un feeling, quelque chose qui passe bien entre locataire et propriétaire, on lui fait confiance ou on lui demande justement un garant. Donc là aussi, je n'en ai pas parlé dans la diapo, mais un propriétaire peut aussi se solvabiliser en demandant au locataire s'il a un garant, une personne physique par exemple, parent ou autre qui peut se porter caution. Il existe des assurances de loyer impayé. Et puis aussi, il y a une garantie qui existe, qui n'est pas encore forcément hyper connue, c'est la fameuse garantie Visale, qui a été mise en place par Action Logement et les pouvoirs publics, qui va couvrir éventuellement tous les jeunes de moins de 30 ans, ou les gens qui ne sont pas en CDI confirmés, ou les gens maintenant même qui ne gagnent pas plus que 1 500 € par mois. Donc, il faut le savoir, c'est une sorte d'assurance, de garantie qui est complètement gratuite,
hein. Le locataire doit avoir un visa certifié s'il est éligible et le propriétaire, donc c'est tout en digital, en numérique maintenant, il va sur la plateforme, il se crée un compte et à ce moment-là, il y a un contrat qui est édité. Hein, donc, pensez à propriétaire, à éventuellement à solliciter cette garantie. Hein. C'est mieux même qu'une personne, caution, personne physique. Oui. Ça s'appelle la garantie Visale, V-I-S-A-L-E. Il y a un site, hein, ça veut dire visa pour un emploi et un logement. Parce qu'effectivement, il a été constaté que pour avoir un logement, il fallait un emploi et inversement, souvent, pour avoir un emploi, il faut un logement. Financé par Action Logement. Voilà. Action Logement est un intervenant très important dans le domaine de l'accès au logement et des aides financières, aux subventions ou avances qu'on peut faire aux salariés des entreprises. Hein. Vous avez peut-être entendu parler d'Action Logement, enfin, du 1% patronal. Voilà, ça s'appelait 1% patronal. On parlait de ça. Il y a quelques années, quand on évoquait Action Logement, on parlait du 1% patronal et maintenant, on parle d'Action Logement. Et donc, leur mission se tournait en direction des salariés, mais également en fonction de ce que leur demande l'État. Et là, en l'occurrence, l'État leur a demandé déjà depuis quelques années d'aider les jeunes à se loger. Donc, du coup, ils ont mis en place ce fameux passeport Visale qui se prend sur le site internet d'Action Logement. C'est national. Oui, oui, bien sûr. C'est national. Ça peut être tout à fait intéressant parce que parfois, les propriétaires ne peuvent pas souscrire l'assurance la GLI, ce qu'on appelle la garantie des risques locatifs, parce que vous ne rentrez pas dans les critères des compagnies d'assurance. Donc, il faut penser à ce passeport, enfin, cette garantie Visale qui est quand même qui monte en puissance quand même. Qui monte en puissance, qui garantit pas seulement les loyers, mais aussi les dégradations. Maintenant, voilà. Oui, et qui est assez facile à faire sur le site d'Action Logement. Et c'est gratuit hein, par rapport à une assurance qu'on paye. Et en termes de délai Oh, c'est très rapide. Hein, rapide. Oh, par contre, il faut vraiment le faire avant de signer le contrat. Oui. Je sais pas, une semaine. Oui, mais oui, c'est assez concomitant, mais il ne faut pas attendre avoir signé son contrat puis dire je vais y aller. Voilà, donc pour ce qui concerne le choix du locataire, s'il n'y a pas de questions particulières, alors à partir du moment où on a choisi son locataire, donc effectivement, on signe un contrat de location. Donc A, le contrat doit être obligatoirement écrit. B, le contrat verbal est nul. Et C, les parties conviennent librement des clauses contractuelles. Alors. Vous, monsieur, vous dites que C, c'est bon? La C, qui est pour la C. Je pense qu'un contrat est obligatoirement écrit. Doit être obligatoirement écrit. On a aussi parfois, on rencontre souvent peut-être moi maintenant, mais il y a quelques années, des propriétaires qui ne faisaient pas, qui ne signaient pas de contrat avec le locataire. On en rencontre aussi. Alors, est-ce pour autant que le contrat est nul? N'importe quoi, c'est-à-dire dire à son locataire, je n'ai pas signé de contrat, donc vous devez parler. Voilà. Donc, si on vous pose la question, c'est que derrière, il y a quand même des droits et des obligations de part et d'autre. Alors oui, le contrat doit être obligatoirement écrit. C'est la fameuse loi 89 que j'ai citée tout à l'heure, que je vous ai dit qu'elle était obligatoire. Et il y a un contrat type maintenant, d'ailleurs, depuis un décret de 2015. Donc, c'est forcément écrit. Alors, il y a des gens qui peuvent passer par des agents immobiliers, bien sûr, qui vont s'en occuper. Je signale qu'on peut aussi faire un bail notarié chez un notaire. Ça ne se fait pas énormément, mais bon, ça peut avoir un intérêt dans la mesure où il peut y avoir ce qu'on appelle une formule exécutoire qui peut permettre, en cas d'impayé, de gagner un peu de temps. Mais bon, la plupart du temps, sauf si on passe par un agent immobilier, le propriétaire va traiter en direct avec son locataire et la plupart du temps, vous pouvez trouver des contrats pré-imprimés qui sont très bien faits dans les maisons de la presse, papeterie, librairie, où vous avez effectivement la loi et des clauses vraiment, toutes les clauses obligatoires, les clauses facultatives intéressantes pour le propriétaire et où il y a, alors plus qu'à
cocher et remplir dit comme ça paraît facile, mais effectivement, moi, j'ai beaucoup en entretien de propriétaires, surtout maintenant avec tout ce qu'il faut mettre et toutes les choses à expliquer et à cocher. C'est pas si simple que ça, en fait. Donc, c'est bien quand les propriétaires viennent nous voir et qu'on les aide à remplir le contrat. Comme ça, ils cochent pas les mauvaises cases et tout. Mais voilà, ça se fait effectivement de cette façon-là. Mais effectivement, c'est une obligation. On doit faire un contrat écrit et chaque partie peut demander vraiment à l'autre de s'exécuter. C'est-à-dire que des fois, vous avez des locataires, effectivement, comme disait Madame Maffeo, vous avez encore des fois des propriétaires qui ne font pas d'écrit. Donc, le locataire, à ce moment-là, peut mettre en demeure le propriétaire, effectivement, de signer ce contrat et même, au pire, en allant en justice. Ou des fois, inversement, c'est des locataires qui disent non, moi, j'en veux pas. Bon, le propriétaire doit insister parce que c'est une obligation. Parce que même sans contrat, il peut se prévaloir des clauses, des articles qui sont d'ordre public dans la loi. Voilà. C'est pour ça que le contrat verbal n'est pas nul. Alors, effectivement, à partir du moment, parce que bon, il faut prouver quand même. Donc, il faut prouver qu'on nous a remis les clés, qu'on a son adresse là, qu'on paye un loyer. Donc, des fois, il peut y avoir aussi des questions de preuve. Mais à partir du moment où, effectivement, on a des clés et un loyer en face, c'est un contrat de location. Alors, on peut exiger l'écrit. Pour autant, le propriétaire ne peut pas, ou le locataire aussi, pour certaines de ses obligations, on ne peut pas se soustraire à la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas malin, finalement, de ne pas faire de contrat, surtout pour le propriétaire. Dans un sens, on verra, parce que des clauses qui sont utiles pour lui, il ne les aura pas, comme la clause de révision du loyer une fois par an, par exemple, ou des clauses résolutoires. Mais pour autant, la loi, comme elle est obligatoire, elle s'appliquera quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un contrat de location, on ne fera pas ce qu'on veut. Ça sera la loi de 89 qui obligera le locataire à payer son loyer et charges au terme prévu entre eux, qui obligera le propriétaire effectivement à pas demander comme ça au locataire de partir n'importe quand et tout. Donc de toute façon, la loi s'appliquera. Donc le contrat verbal, on ne peut pas dire il n'existe pas, donc je fais ce que je veux, il n'est pas nul. Il existe quand même et la loi quand même s'applique. Par contre, non, les parties ne conviennent pas librement des clauses contractuelles parce que, comme on le dit là depuis le début, il y a cette loi de 89 et cette loi de 89, justement, elle définit un cadre précis, elle définit la durée du bail, elle définit comment on peut donner congé, les préavis, etc. Et donc, non, on ne met pas du tout les clauses que l'on veut, justement. Vous avez un certain nombre de clauses obligatoires. L'article 3 de la loi énonce un minimum de clauses avec le nom et l'adresse des parties, le montant du loyer, les charges, le montant du dépôt de garantie. Effectivement, vous avez une liste de clauses qui sont obligatoirement à mettre. Et puis, vous avez les clauses facultatives, mais qui sont intéressantes à voir. Mais là encore, ce n'est pas n'importe lesquelles. C'est celles que le législateur a bien voulu qu'on mette. Très souvent, non. Mais je pense que tu peux le voir, toi, Pascal, parce que tu es plus en contact avec les personnes. Mais là où il y a parfois litige, c'est quand le propriétaire met des clauses relatives aux travaux, et notamment, pas forcément aux travaux, mais quand il dit que le locataire prend le logement en l'état. Donc, le propriétaire a parfois l'impression de s'affranchir de toutes les obligations, et malheureusement, même si vous mettiez que le logement est pris en l'état, il y a tellement d'obligations qui incombent aux propriétaires en termes de logement indécent et d'état du logement que malheureusement, ça risque de se retourner contre eux. Voilà. Ça, c'est vraiment une problématique, l'état du logement, les travaux. Comment? C'est bien. On peut pas mettre non plus, le propriétaire ne peut pas mettre, le propriétaire peut donner congé à tout moment, par exemple. Non, puisqu'on le verra tout à l'heure, il y a des règles et des délais précis à respecter. Alors, il y a effectivement dans les clauses obligatoires, je pense tout d'un coup à une comme ça, parce qu'elle est importante, et puis derrière, il peut y avoir une sanction. Il y a maintenant, par exemple, la surface habitable du logement qu'il faut obligatoirement mettre, et le montant du dernier loyer du locataire en place, parce que dans ce qu'on parlait tout à l'heure, les zones tendues, par exemple, d'un locataire à l'autre, on ne peut pas augmenter le loyer maintenant, sauf dérogation particulière, etc. Donc, si vous voulez, effectivement, ces clauses-là, maintenant, c'est vraiment des clauses qu'on doit mettre. Et si on ne les met pas, le locataire a un recours dans la loi. Il peut mettre en demeure le propriétaire de mettre ces mentions-là. Et s'il ne les met pas dans un certain délai, il peut aller trouver le juge. Donc, vraiment, ce n'est pas une liberté contractuelle totale du tout. Je pense que la clause relative au montant des loyers, dans les zones tendues, on a un encadrement de l'évolution des loyers. Donc, mais peu de propriétaires ou locataires connaissent ce décret qui s'applique sur notre département sur les zones tendues
qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi entre deux locataires ou pour une nouvelle location. Voilà. Et ici, nous sommes en zone tendue. Voilà. Il Il y a 58 communes. Il y a 58 communes qui sont concernées par cet encadrement de l'évolution des loyers. Mais bon, voilà. Le locataire s'informer parfois, dire à son propriétaire. Oui, attention. Si l'ancien, par exemple, vous avez un loyer locataire, vous avez un loyer de 500, vous avez un nouveau locataire qui est passé à 600, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a cet arrêté d'encadrement. Voilà. Alors. Et alors, on n'est pas encore concerné, mais dans les territoires aussi où il y a des observatoires des loyers, où il y a où les loyers sont vraiment encadrés par des arrêtés préfectoraux. Donc, effectivement, dans les contrats type préimprimés qu'on trouve dans les papeteries librairies, bien sûr qu'ils passent en revue tout ce qui existe et le propriétaire doit cocher dans quel cas on est. Et c'est là un petit peu où je vous disais la complication pour les profanes pour remplir ces contrats de location. Donc, un peu d'encadrement des loyers. Oui, mais de l'évolution, voilà. Mais pas des loyers. Oui, mais alors, comme il y a les deux dans les contrats préimprimés, les gens, quand ils viennent au rendez-vous, ils disent « Oh là, je ne comprends rien, qu'est-ce que je dois cocher ?» et tout. Et c'est là qu'on leur explique. Oui, mais alors maintenant, il y a la notion de performance énergétique. Comment ? C'est encadré quand même. Hein. C'est des travaux. Ouais. C'est des travaux qui apportent un plus. Oui. Et puis, le montant des travaux faits compte. Et puis, alors maintenant, surtout, c'est que même si vous avez fait des travaux, il y a la fameuse performance énergétique qui intervient. Et si justement, vous avez effectivement en dépenses, vous dépassez tant de kilowattheures par an et par mètre carré de surface habitable, même si vous avez fait des travaux, ou même si vous êtes complètement sous-évalué, vous ne pourrez plus rien faire. Augmenter en raison des travaux. Les années. Vous parliez de l'indice l'IRL, oui. L'indice de révision. Parce que si on ne l'a pas augmenté. Oui, vous avez raison dans un sens où des fois, pendant 5-6 ans, les propriétaires n'ont pas augmenté, ils changent de locataire et effectivement, du coup, ils se retrouvent coincés. Bien sûr. L'augmentation de l'IRL cette année, les propriétaires n'oublient pas d'augmenter. Oui, parce que c'était très bas et ça a beaucoup augmenté. Vous pouvez préciser l'IRL? L'indice de référence des loyers. Hein. C'est le seul indice qu'on a le droit d'utiliser chaque année pour réviser le loyer une fois par an. Mais je crois que ça fera l'objet d'un atelier, du deuxième atelier de l'année, le loyer et tout ça. Peut-être passer à Allez, on poursuit. Alors, le contrat de location, les annexes. Donc, grand A. Le propriétaire peut joindre au contrat un dossier de diagnostic technique. B. Le diagnostic de performance énergétique n'est pas obligatoire. C. Le propriétaire peut joindre une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Et D. Le bailleur n'a pas d'obligation spécifique lorsque l'immeuble est en propriété. Alors, qui répondrait à... Qui répondrait à le propriétaire peut joindre au contrat un dossier de diagnostic technique. On en a déjà un petit peu parlé là. Hein. Ouais. Qui répondrait B, le diagnostic de performance énergétique n'est pas obligatoire. C, le propriétaire peut joindre une notice. Et donc, pas d'obligation pour le D. Ouais. Alors, oui, alors le contrat de location, on vient de voir, il y a plein de clauses et tout, c'est déjà un petit peu compliqué. Et en plus, de plus en plus, le législateur alourdit tout ça, puisqu'effectivement, il faut joindre des annexes à ce contrat. Il n'y a pas que le contrat lui-même, on doit joindre maintenant un certain nombre de documents. C'est pour ça que ce dossier de location à faire, il n'est pas si simple. Alors, le propriétaire peut joindre au contrat un dossier de diagnostic technique, ce n'est pas peu, c'est doit. Puisqu'effectivement, maintenant, il doit joindre un dossier de diagnostic technique. Donc, dans ce dossier, il y a plusieurs choses. Il y a ce fameux DPE là, dont on parle depuis le début, ce fameux diagnostic de performance énergétique. Mais selon l'immeuble ou l'appartement qu'on loue, il peut y en avoir d'autres. Vous pouvez devoir faire un état des risques en matière de gaz et d'électricité si vos installations ont plus de 15 ans. Enfin, l'installation du logement. Donc là aussi, c'est à faire par un technicien, un certificateur, un diagnostiqueur, plus exactement,
sachant que souvent, c'est le même diagnostiqueur qui fait la performance énergétique et qui fait le reste. Hein. Donc, ces diagnostiqueurs, ils doivent être assurés pour ce genre de mission, d'ailleurs, hein, et en plus accrédités par un organisme certifié. Alors, le diagnostic de performance énergétique n'est pas obligatoire. Bah, si, on vient de le voir, hein, il est obligatoire. Il y a cet état des risques pour les installations de gaz et d'électricité. Il y a éventuellement pour les vieux logements construits avant 1949 le plomb. Hein, vous savez qu'il y a encore des logements où il y a des peintures au plomb. Hein, c'est très dangereux, notamment pour les enfants. Donc, si le logement date comme ça, il faut faire ce constat de plomb. Hein. Il y a le diagnostic amiante. Alors, c'est vrai que normalement, il y avait un décret depuis 2014, on l'a attendu, il n'est jamais sorti, qui devait décrire les matériaux, etc. et tout, qu'on devait indiquer où il y avait de l'amiante. Alors, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas toujours applicable puisqu'il n'est jamais sorti ce décret. Par contre, très souvent, les immeubles, les syndics, à une certaine époque, il y avait une obligation de faire quand même des recherches. Donc, quand il y a ce document, il faut le montrer en tout cas aux candidats locataires. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'état des risques naturels et technologiques. Hein, donc, dans les zones où effectivement à risque, hein, par exemple en Haute-Savoie, toutes les communes sont soumises au risque sismique, de tremblement de terre. Donc, il y a forcément cet état à joindre. Et selon les communes, par exemple Chamonix, il peut y avoir des avalanches, etc. Hein. On est bien placé sur en termes de risque. Hein, voilà. Donc là, c'est quelque chose qui peut se télécharger. Hein. Donc, dans notre fiche, on vous a mis, sur les contrats de location, les annexes, on vous a mis le site où vous pouvez trouver les informations pour remplir effectivement là ce document. C'est vrai que le dossier de diagnostic technique, il est costaud quand même. Hein. Il s'est alourdi au fil des ans. Hein. Voilà, il y a aussi, si on est proche d'un aérodrome maintenant, un plan d'exposition au bruit, si c'est soumis à ce genre de distance géographique. Voilà. Donc, effectivement, selon le cas, il faut se renseigner pour joindre tous ces dossiers. Alors, il y en a plus ou moins, voilà, selon la date de construction, selon l'emplacement du logement. Hein. Mais là encore, il y a des sanctions. Attention, hein, je pense à l'état des risques, ça paraît bête, mais si jamais il n'y est pas, le locataire peut demander la résolution du bail ou une diminution du loyer, par exemple. Le diagnostic de performance énergétique, on a dit, maintenant, le locataire peut s'en prévaloir pour demander une amélioration du chauffage ou des choses comme ça. Et là, s'il y a un risque aussi électrique, attention, il vaut mieux faire les travaux qui s'imposent. Donc, tout ça, c'est dans un but d'information un peu du locataire-consommateur, un petit peu, si je peux dire. Oh, il y a déjà plusieurs années, c'est vers les 2 années 2007-2008, hein, quelque chose comme ça, au même moment un peu que le diagnostic de performance énergétique. Hein. Et c'est un peu les mêmes diagnostics qui sont obligatoires en matière de vente de logement. Et si ça fait 15 ans qu'on a... Alors attention, celui-là, il doit dater de moins de 6 mois avant la signature du contrat. Alors une fois que vous l'avez mis, on ne vous demande pas de refaire tout ça sans arrêt. Hein. Pareil, ils ont une durée de validité. Hein. Le DPE, il est valable 10 ans, enfin, sauf... Bon, les derniers, mais bon, on ne va pas rentrer là dans tous ces détails. Mais effectivement, celui-là, il doit être fait refait à chaque entrée de locataire, parce que les risques peuvent changer, hein, bien sûr. Et puis, si le logement a fait l'objet d'une indemnisation au titre des catastrophes naturelles, je pense l'année 96 où il y a eu un tremblement de terre à Annecy, par exemple, où il peut y avoir eu autre chose, vous devez informer le locataire qui a eu ce problème. Donc, effectivement, les annexes au contrat de location écrit, costaud. Hein. Ensuite, toujours pareil, au fil des lois, ça s'alourdit. Depuis, je crois que c'est 2010, 2015, je ne sais plus, il y a une notice d'information qui est définie par un arrêté relative aux droits et obligations justement des locataires, aux voies de recours en cas de litige, que là aussi, c'est pas peu, c'est doit. On doit, alors bon, il n'y a pas vraiment de sanctions, mais c'est vrai que ça se télécharge aussi sur Internet si ce n'est pas dans le dossier que vous avez acheté, mais que vous devez aussi obligatoirement joindre au contrat. C'est bien, parce que c'est une notice d'information, ça concerne aussi bien les propriétaires que les locataires, et pas seulement les droits, mais également les obligations. Les devoirs, voilà. Très souvent, oui. Oui, les gens ont tendance à voir leurs droits, mais pas forcément leurs obligations, et ça des deux côtés. Oui, puis elle est assez facile à lire, hein, donc voilà, ça peut être intéressant pour chaque partie d'en prendre connaissance. Et enfin, lorsque l'immeuble est en copropriété, là aussi, maintenant, il y a une obligation, c'est-à-dire que vous devez joindre des extraits du règlement de copropriété sur ce qui peut intéresser le locataire, c'est-à-dire comment on utilise les parties communes, les parties privatives. Il y a aussi toute la quote-part de charges qui concerne l'appartement,
voilà, la destination de l'immeuble, voilà, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. Donc, voilà, donc en fait, c'était un petit peu un piège parce que j'ai mis peu, etc. Et en fait, tout ça est complètement obligatoire. Donc, c'est doigt. Donc, il n'y avait aucune proposition qui était juste. En fait. C'était le piège. Ouais. Ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, le contrat de location, la durée. A, les parties peuvent conclure un bail de location vide pour la durée de leur choix. B, la durée du contrat de location meublée est de 1 année. Et la durée du contrat peut être réduite pour le locataire étudiant. Voilà, parce qu'une fois signé ce contrat, on s'embarque pour une certaine durée. Il a aussi, le législateur ne laisse pas le choix aux parties. Et j'ai mélangé exprès vide meublé étudiant pour que ce soit un peu plus compliqué. Alors, qui répondrait à les parties peuvent conclure un bail de location vide pour la durée de leur choix? Ils ont tous compris qu'il y avait des durées. Ouais. C'est la durée. 3 ans, ça dépend. B, la durée du contrat de location meublée est de 1 année. Oui, bravo, monsieur. Et donc, C, la durée du contrat peut être réduite pour les locataires étudiants. Si on a déjà eu l'occasion. D'accord. Alors, effectivement, la loi est très précise à ce sujet. Hein, donc, effectivement, elle distingue, parce que maintenant, ça se rapproche beaucoup, le régime juridique, mais il y a encore quelques petites distinctions, et notamment, justement, quant à la durée. Hein, les locations louées vides, c'est-à-dire le propriétaire qui loue son logement sans meuble, hein, et meublé. Donc, là aussi, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, hein, mais meublé, ça doit être équipé suffisamment meublé. Hein, il doit y avoir tout ce qu'il faut pour que le locataire voilà, vive convenablement. Donc, les durées sont différentes. Donc, en location vide, le propriétaire est obligé de faire au moins 3 ans. Alors, les durées imposées, c'est des minimums. Hein, mais enfin, bon, on vous invite quand même à respecter ces durées parce que, comme on va le voir tout à l'heure, pour donner congé, c'est compliqué. Donc, si on se rajoute encore des durées non obligatoires, c'est peut-être pas la peine. Donc, la durée de principe, vraiment, en location vide, c'est 3 ans. Et alors ça, j'insiste parce que c'est pas tellement su encore, même encore maintenant, même si c'est une loi de 89. C'est-à-dire que moi, régulièrement, au téléphone, je vais avoir un propriétaire qui va me dire, voilà, moi, je voudrais reprendre mon logement parce que j'en ai besoin, parce que je viens de divorcer, parce que mon fils en a besoin, et voilà. Je vais le reprendre, je lui donne congé avec 6 mois. Ben non, parce que le législateur a voulu qu'il y ait une sorte de stabilité pour le locataire qui rentre dans un logement. Et donc, quoi qu'il arrive dans la situation du propriétaire, que ce soit au niveau familial ou professionnel, il s'engage pour une durée minimum de 3 ans. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite dérogation quand même. La loi, elle spécifie, il y a un article dans la loi de 89 qui spécifie qu'on peut faire éventuellement un contrat de moins de 3 ans, mais d'au moins 1 an, mais uniquement quand il y a un événement précis, donc connu dès le départ, la signature du contrat qu'on va mettre dans la loi, qui fait que pour des raisons professionnelles ou familiales, on aura besoin de reprendre le logement. Ça va être par exemple le propriétaire qui pense qu'il va prendre sa retraite dans 18 mois, qui change de région par exemple. Il sait que dans 18 mois, il va prendre sa retraite, il ne veut quand même pas laisser le logement vacant, donc il va effectivement utiliser cette possibilité en mettant mise à la retraite, voilà, raison famille professionnelle et tout. Et à ce moment-là, par dérogation au congé habituel, dans les 2 mois, il précisera que l'événement s'est réalisé, qu'il reprend bien le logement. Mais non, sinon la durée, à part vraiment ce cas marginal permis par le législateur, on s'engage vraiment pour 3 ans. En meublé, effectivement, c'est la différence, c'est un petit peu plus court. En meublé, donc, c'est une année qui est imposée par la loi, minimum. Donc, c'est déjà plus court. Et pour les étudiants, mais alors là, effectivement, il y avait aussi un petit piège parce que ça peut être réduit, mais uniquement en meublé. Attention, vous louez un logement vide à un étudiant, vous partirez sur vos 3 ans. Par contre, en meublé, on peut décider, si c'est un étudiant, de louer uniquement pendant la période scolaire. Donc là, c'est un bail qui s'arrêtera automatiquement, qui va aller d'octobre à juin, par exemple, et qui s'arrêtera automatiquement à la fin, au mois de juin, sans que le propriétaire ait à invoquer un motif précis. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ces problèmes de durée. Si on reste plus longtemps, cette situation, c'est pareil. Alors, on va y venir.
à l'heure. Alors, passer les 3 ans, ce sont passer l'année. Si le locataire n'a pas donné congé, si le propriétaire n'a pas donné congé, on va repartir tacitement, sans aucune formalité, pour la même durée. Et pareil pour la location meublée. Voilà, c'est-à-dire en vide, on va repartir pour 3 ans à nouveau, sans pouvoir rien faire à nouveau avant 3 ans. Et en meublé, on va repartir pour 1 an à nouveau. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, madame? Alors, on va y venir, ça va être les diapos d'après. Allez, on poursuit. Alors, le contrat de location. Inspection du contrat, congé, les formalités. A. Le contrat de location prend fin automatiquement à son terme. B. Le congé peut être donné par lettre simple ou par mail. C. Le bailleur doit recourir à un huissier de justice pour donner congé. D. L'avis de passage du facteur fait courir le point de départ du préavis lorsque le congé est donné par lettre recommandée avec accusé de réception. Là, c'est juste la formalité. Hein. Voilà, on donne congé, que ce soit propriétaire, locataire. Voilà. Donc, est-ce qu'effectivement, voilà, le contrat de location prend fin automatiquement à son terme? On vient de l'évoquer, en fait. Hein, donc, donc, normalement, vous devriez savoir la réponse. Ou alors, je me suis mal inspirée. Alors, qui dirait A, qui dirait B, C ou D? Bravo, madame. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, suite à la question de madame. Si personne ne se manifeste, ni locataire, ni propriétaire, arrivé au terme, on repart tacitement sur 3 ans ou sur 1 an. Alors après, effectivement, quelqu'un qui veut résilier, locataire, propriétaire, il doit donner congé. Hein. Donc, est-ce que c'est par lettre simple ou par mail, par exemple? Alors, effectivement, il y a 3 procédés prévus par la loi. Donc, soit ça peut être une lettre remise en main propre contre récépissé ou émargement. Ça veut dire que locataire et propriétaire se rencontrent. Il y a la même lettre, hein, et puis on se la remet avec la signature, la date, etc. Ça, c'est le premier procédé. Ça marche bien quand les gens s'entendent bien, qu'ils habitent à proximité, etc. Hein. Bon, c'est simple. La deuxième formule prévue par le législateur, c'est la lettre recommandée avec accusé de réception. Et la troisième possibilité, c'est effectivement l'huissier de justice. Donc ça, c'est effectivement quand on a déjà des fois fait des lettres recommandées, puis que l'autre partie n'est pas allée les chercher. Alors c'est problématique, hein, où on est ric-rac au niveau des délais, mais on y reviendra. À ce moment-là, effectivement, c'est plus coûteux, mais on a recours à un huissier. Hein. Mais c'est une possibilité. Donc quand j'ai mis en C, le bailleur doit recourir, non, c'est absolument pas une obligation. Vous avez le choix entre ces 3 procédés. Par contre, effectivement, c'est la lettre simple, vous voyez, c'est pas valable. Bon, bien sûr, si personne ne la conteste, si les gens s'entendent bien et qu'il n'y a pas d'histoire, très bien, mais enfin, mieux vaut pas courir de risque. Par mail, c'est encore pas admis, hein, c'est comme une lettre simple, un peu, c'est pas possible. Et puis, alors, la dernière proposition, alors attention, là, j'insiste parce qu'effectivement, beaucoup de gens effectivement, comme la façon la plus courante, c'est la lettre recommandée avec accusé de réception, beaucoup de gens pensent que ça va être la date d'expédition, par exemple, ou ça va être le passage du facteur. Non, attention, et c'est là qu'effectivement, il y a pas mal de petits conflits ou de litiges, c'est-à-dire que le préavis, puisqu'on va le voir tout à l'heure, il y a une durée de préavis avec un point de départ, et effectivement, ça part du jour de la signature par la personne qui va retirer la lettre. Donc, vous avez des gens, malheureusement, qui soit n'ont pas le temps, soit c'est voulu, etc., mais qui ne vont pas chercher les recommandés avec accusé de réception. Donc, c'est un petit peu le problème. Mais attention, ça, c'est effectivement les tribunaux, la jurisprudence et un article du Code de procédure civile qui dit que pour une lettre recommandée, la date de réception s'entend de la date, effectivement, de la remise par la poste de la lettre avec la signature. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours aux gens de s'y prendre un petit peu à l'avance pour la lettre recommandée, parce que si elle leur revient, par exemple, notamment pour les propriétaires où on le verra, c'est très strict en fin de contrat, ils ont intérêt à se réserver une petite marge de manœuvre pour aller voir un huissier pour qu'il n'y ait pas de souci. Vous avez des gens qui ne sont jamais chez eux, oui.
L'huissier, en fait, il y a la lettre qu'a préparée le propriétaire et tout, et il passe, il laisse un. Alors, soit la personne, elle est là, et il remet carrément l'acte, la lettre de congé, avec ce qu'il doit y avoir dedans. Soit si la personne n'est pas là, il va laisser un avis de passage, mais là, contrairement à la lettre recommandée qu'accuse réception, effectivement, l'avis de passage fera courir le délai de préavis. Après, libre à la personne d'aller chez l'huissier, bien chercher son acte. Enfin, l'huissier, généralement, il laisse une copie. Mais bon, voilà, effectivement, on aura la date. Par rapport au mail, oui. Parce que c'est vrai que c'est dans l'air du temps, de tout faire par mail. Si le propriétaire répond, par exemple, il y en a c'est toujours pareil. Si le propriétaire répond, OK. Enfin, je veux dire, oui, effectivement. Mais bon, attention, comme on disait tout à l'heure, la loi, elle est d'ordre public. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas y déroger par une convention particulière. Alors, c'est toujours pareil. Quand tout se passe bien, les gens ont pris note, on a remis les clés, on s'entend bien, il n'y a aucun souci. Très bien. Après, si jamais il y en a une qui remet ça en cause, il y a toujours un petit risque. Mais après, il y a des questions de bonne et de mauvaise foi que les juges peuvent apprécier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la loi elle est d'ordre public, elle dit de telle et telle façon, on ne peut jamais savoir la réaction d'un juge. Donc, il vaut mieux respecter le formalisme. Attention. C'est vrai que ce serait un peu dommage de passer à côté de ce formalisme. Parce que le bail, il repart. Oui, voilà. Il repart pour 3 ans. Donc, par exemple, si le locataire ne veut pas signer la lettre recommandée. Oui, ça peut arriver aussi. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, effectivement, il n'y aura plus que le recours à l'huissier. Et le propriétaire est tenu dans les cas. Donc, il faut prendre combien de temps avant. C'est pour ça que je dis, alors on verra tout à l'heure l'histoire, comment on calcule le délai et tout ça et tout, mais effectivement, si à telle date, il faut absolument que le préavis parte, il faut s'y prendre peut-être côté propriétaire bien un mois à l'avance, parce que si jamais la lettre lui revient, je crois que c'est au bout de 15 jours que la poste renvoie la lettre à l'expéditeur, à ce moment-là, il faut se dire, mince, ma lettre me revient, le locataire ne l'a pas signée et tout, est-ce que je suis encore dans les temps pour prendre un huissier? Parce que des fois, un jour près, si on n'est plus dans les temps, le bail repart, effectivement. C'est très, très rigoureux, c'est vrai, mais il faut le savoir, justement. On peut poursuivre, oui. On poursuit. Donc, le contrat de location, congé du locataire. À côté locataire. Locataire, je veux résilier mon bail. Le locataire peut résilier le bail à tout moment. Mais le locataire doit respecter un préavis de 1 mois en location vide et meublée. Le locataire doit justifier d'un motif lors de l'envoi de son congé. Et D, le locataire au chômage peut quitter les lieux sans préavis. Quelles seraient éventuellement les bonnes propositions? Alors, oui et non. Bravo. Voilà. Ouais, effectivement. Alors, la première proposition, elle est vraie. C'est-à-dire qu'effectivement, un locataire, on ne lui impose pas de rester une certaine durée. Ça serait trop compliqué. Donc, effectivement, le locataire, lui, pendant le bail de 3 ans vide ou 1 an meublé, il peut toujours décider de partir à tout moment. Il peut même à peine le contrat démarrer, au bout d'1 mois, s'il y a un locataire pour une raison X ou Y qui veut partir, il en a parfaitement le droit. Mais effectivement, les préavis ne sont pas les mêmes en vide et en meublé. Le préavis est de 3 mois, effectivement, en vide, en principe, mais on y viendra. Il y a un certain nombre de cas qui permettent de le réduire à 1 mois. Et c'est vrai qu'en meublé, oui, c'est qu'1 mois. Et d'après vous, effectivement, est-ce que le locataire doit justifier d'un motif? Non, effectivement, que ce soit en vide et en meublé, il n'a pas donné de motif. Sauf, on le verra, effectivement, s'il veut justifier d'un préavis réduit en location vide. D'un préavis plus court, il va falloir voilà. Un motif. Alors, là encore, la loi, elle énumère un certain nombre de ces motifs. Et d'ailleurs, la liste qui était plus courte une époque, depuis la loi Allure de 2014, elle a grossi progressivement. Alors, il y a déjà toutes les questions liées à l'emploi. Donc, un locataire qui perd son emploi, qui est muté, qui obtient un premier emploi, qui trouve un nouvel emploi consécutivement à une perte d'emploi. Ce sont des motifs qui existent depuis longtemps, qui permettent de réduire son préavis. Ensuite, il y a aussi le locataire qui, pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical,
peut quitter son logement avec un mois. Il y a les locataires qui sont bénéficiaires du RSA ou de l'allocation adulte handicapé. Il y a les locataires qui se voient attribuer un logement social. Ce sont des nouveaux motifs. Et puis, il y a également, depuis, je crois que c'est l'année dernière ou 2 ans, il y a effectivement maintenant le locataire victime de violences conjugales. Alors là, il faut une ordonnance de protection ou que le conjoint, enfin ça vous l'avez dans le dossier qu'on vous a laissé, le conjoint fait l'objet de poursuites ou d'alternatives aux poursuites. Oui, il a un préavis, je croyais qu'il pouvait partir. Non, c'est le préavis de 3 mois, vite, est réduit dans ce cas-là à 1 mois. C'est dans la liste prévue à l'article 15. Après, il y a une histoire de désolidarité aussi, si on est solidairement tenu. Donc, voilà. Alors, par contre, effectivement, donc ça fait quand même pas mal de cas, finalement. Hein, il y a les locataires. Et puis, il y a le gros, Coralie, j'allais oublier, très important. Il y a effectivement le locataire, maintenant, qui est dans un logement situé en zone tendue, ces fameuses zones dont on a parlé tout à l'heure, où les loyers sont censés être chers, où c'est difficile d'accéder à la propriété, où il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Et donc, dans les zones tendues, donc ce qui est le cas à Annemasse, Annecy, Thonon, effectivement, on peut réduire le préavis à 1 mois. Ce qui fait que maintenant, ça touche, notamment ici, la plupart des locataires, finalement, peuvent donner un préavis réduit à 1 mois. Parce que nous, c'est les 12 communes de l'agglo, où il y a des communes qui vont être... Normalement, c'est les 12. Hein. Oui, il y a Annemasse, Gaillard, Vétramontou, etc. Vérifier, mais moi, on vous a mis la liste hein, aussi là, dans la fiche congé. Vous avez propriétaire, il n'y a pas locataire, il y a la liste. Avant de partir, tout le monde prendra bien un petit dossier parce qu'il y a nos fiches techniques. On reprend vraiment tous les articles de loi et tout, donc vous aurez tout ce qu'on a dit là. Dans ce cas, il n'y a pas de motif. Alors, si, justement, parce que le préavis de principe, si vous n'avez aucun motif, vous changez pour une autre raison, parce que vous avez envie de trouver un autre logement, ces 3 mois, vous n'avez pas à donner votre motif au propriétaire, hein, en fait. Bon, mais si vous voulez bénéficier en location vide du préavis réduit, et c'est là que c'est devenu plus sévère, parce qu'avant, il y avait moins de motifs, mais il était admis par les tribunaux que même si on n'avait pas donné de justificatif au propriétaire, ou si on l'évoquait après coup, et même au pire devant le juge, ça pouvait marcher. La loi Allure, elle a mis plus de motifs. Par contre, elle a dit attention, il faut en justifier lors de la lettre. C'est-à-dire qu'il faut invoquer le motif que l'on met en avant et le justifier par un document justificatif. Bon, sauf zone tendue, on va dire, bien sûr, là, c'est un décret, on est en zone tendue. Zone tendue, on est quand même. Hein. Oui. Donc là, en fait... là, il y a un décret de mai 2013 qui liste les communes en zone tendue. Puis là, il suffit de mettre à la limite, conformément à la loi, je suis à Annemasse en zone tendue. Enfin, un juge ne va pas quand même aller dire d'où vous sortez le texte, etc. Bon. Mais il faut le mettre quand même, hein, attention, parce qu'on a eu un arrêt de cour de cassation. Hein, la loi dit que si on ne met pas le motif, on n'en justifie pas, le propriétaire peut considérer qu'on part sur 3 mois. Et il y a eu une jurisprudence très vite, là, en 2019, qui a bien confirmé que si on ne mettait pas le motif, et dernièrement, à cette occasion, j'ai regardé un petit peu des jurisprudences et tout, attention, parce qu'effectivement, on nous posait la question des fois en disant « est-ce que je peux annuler mon congé ?» Parce que des fois, des gens, ils ne le savent pas. Pour eux, ça va de soi, je suis dans ce cas-là, donc j'ai 1 mois de préavis. Puis après, ils disent, mon propriétaire ou mon agence, non, il me dit 3 mois parce que je ne l'ai pas mis, mais si, c'est vrai, est-ce que je peux annuler mon congé, puis en refaire un autre en mettant et tout ça. Et dernièrement, je suis tombée sur des jurisprudences où, attention, normalement, déjà, pour annuler un congé, il faut que, une fois que c'est fait, un congé, attention, c'est fait. C'est-à-dire que le bail est résilié, et si l'autre partie n'est pas d'accord parce qu'on veut se rétracter, elle a le droit de ne pas être d'accord. C'est-à-dire que le locataire, à partir du moment où on a envoyé son congé au propriétaire, si on s'en mord les doigts parce qu'on a fait ça trop vite, etc., ou qu'on pensait avoir un autre logement, tout ça, si on dit au propriétaire, écoutez, je suis bien embêté, mais alors là, finalement, je ne vais pas pouvoir partir, est-ce que je peux rester? Le propriétaire, il peut dire non, le bail est résilié à partir de cette date-là. Et par rapport à cette histoire de préavis réduit, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des tribunaux qui disaient, non, on ne peut pas rétracter ce congé, refaire une nouvelle lettre. Donc, attention, effectivement, les locataires qui veulent bénéficier du préavis réduit, qui pensent bien à mettre le motif et surtout en justifier. Ce que tu dis, en fait, c'est que le locataire qui donne son préavis de 3 mois, au bout d'1 mois, il s'aperçoit dans une lecture qu'il aurait pu donner un préavis réduit. Il ne peut pas dire j'ai déjà fait 1 mois, c'est bon, je peux partir. Toujours après, pareil, sauf les gens qui s'entendent bien, le propriétaire de bonne foi qui dit oui, je comprends, et tout ça, ça arrive heureusement. Mais voilà, sinon, si vous tombez sur un propriétaire intransigeant, c'est bon. Oui. Est-ce qu'un propriétaire peut demander une indemnité par rapport au locataire qui dit je fais un bail contrat de 3 mois et puis 3 ans. Et au bout d'1 an, il décide de partir. Est-ce qu'en dessous d'1 an,
Non, non, il n'y a aucune, je vous l'ai dit tout à l'heure, le locataire, il signe le contrat, s'il veut partir un mois plus tard, il peut, par la loi, prévoit que le locataire peut partir à tout moment. Oui, bien sûr, parce que ce sont des lois, c'est une loi d'ordre public. Et je vous ai dit, on ne peut pas mettre les clauses que l'on veut et on ne peut pas déroger à la loi. Si effectivement on pouvait, à ce moment-là, ce ne serait pas la peine qu'il y ait une loi, parce qu'à ce moment-là, tout le monde mettrait. Voilà. Vous ne pourrez pas vous en prévaloir, parce qu'on considère effectivement qu'un locataire a le droit de quitter à tout moment. Voilà. Même si au départ, vous aviez écrit je reste un minimum d'un an. Oui, mais ça, c'est pas valable. Ben, on sait bien que des fois, des propriétaires, ils n'aiment pas, ils disent bon, j'espère que vous allez rester un certain temps et tout, mais même si le locataire dit bah oui, oui, vous inquiétez pas, si au bout d'un mois, il donne congé, on prend rien. Le propriétaire, lui, doit s'engager sur sa durée de 3 ans et a vraiment intérêt à faire attention à ce que s'il veut récupérer son logement, à bien donner son préavis en temps et en heure, autrement ça repart. Autant le locataire a plus de liberté de partir à tout moment. Oui, donc c'est strict, hein, c'est vrai pour le propriétaire. On est dans une loi de protection. On considère que, voilà, alors, bien que souvent il est dit que c'était une loi qui équilibrait les rapports, mais bon, après, c'est vrai que c'est toujours. Oui. C'est la partie la plus faible en général. On ne fait pas les lois, je dis toujours aux gens quand ils ne sont pas contents. Vous avez des députés, vous avez des sénateurs. Pour faire remonter ce qui ne va pas, mais nous, on ne fait que transmettre. Non, mais c'est vrai qu'il y a parfois ce qu'on appelle des déséquilibres. Oui. Quand même, hein. Donc, c'est pas toujours facile de part et d'autre. Ce qui est important, c'est que, je crois qu'au départ, c'est que chacun connaisse bien ses droits, ses devoirs, et qu'on discute quand il y a des soucis avec le propriétaire ou avec son locataire. Non, mais c'est vrai quand les gens connaissent bien justement toutes ces, cette loi. C'est une connaissance trop technique, mais quand même, voilà, effectivement, ça évite, voilà, de s'embarquer et de tomber des nues quand on apprend quelque chose et de savoir, voilà, on sait, propriétaire. Je vous l'ai dit en début tout à l'heure qu'effectivement, j'ai encore des propriétaires qui pensent qu'à tout moment, ils vont pouvoir reprendre leur logement s'ils en ont besoin. C'est embêtant quand ils comptent là-dessus. Donc, il vaut mieux connaître ses obligations. Les propriétaires achètent des modèles de contrat de location, poche, ils remplissent, mais ils ne prennent pas connaissance de tout ce qui est marqué dans les conditions générales, dans les clauses particulières. Il y a une prélecture à faire. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais en tout cas, c'est toujours conseillé. Et la notice d'information, elle reprend les droits et les obligations, donc c'est bien. Ça simplifie, j'allais dire, la lecture de ce contrat qui est un peu aride quand même. Hein. On n'a pas toujours envie, quel que soit le contrat d'ailleurs, sur les assurances ou autre, même moi, je veux dire, j'ai envie de dire mon contrat d'assurance. C'est une loupe déjà. Alors, moi, et on est, nous, là, les conseillers de la ville. Il ne faut pas hésiter. On va avancer un peu. On va avancer. Je ne sais pas on avait donné peut-être. Il y avait un horaire? Non. On avait donné un horaire, mais voilà, on ne peut pas non plus. Alors, le contrat de location, congé du locataire. Le locataire n'est plus tenu au paiement du loyer et des charges dès lors qu'il a remis les clés. B. À l'expiration du préavis, le locataire n'est plus redevable de loyer et de charges. Un peu là, oui. Alors, la première proposition, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, madame, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'attention, effectivement, le locataire est redevable du loyer et des charges pendant tout son délai de préavis. Hein. Donc, le fait de remettre les clés, très souvent, les gens disent « oui, j'ai remis les clés, donc je ne dois plus rien ». Non, si c'est avant la fin du préavis, effectivement, ils doivent le loyer et les charges jusqu'à la fin, sauf bien sûr accord du bailleur, ou sauf, dit la loi, si le logement est reloué avant la fin du préavis en accord avec le bailleur. Des fois, on doit 3 mois, le locataire dit bah, « écoutez, moi je suis enquiquiné, voilà, et il faut que je parte assez vite, essayer de le remettre le bien en location ». Bon, si effectivement, une fois le locataire parti, 8 jours après, le propriétaire retrouve quelqu'un d'autre, à ce moment-là, pour le locataire sortant, ça s'arrêtera à ce moment-là. Mais le simple fait de remettre les clés, alors par contre, des fois, les gens, ils ne le savent pas, ils pensent que remettre les clés, c'est bon. Alors bien sûr, quand le propriétaire dit, je vous demande tout le préavis, le locataire, à ce moment-là, peut dire, bon, je garde les clés, bien sûr, du coup. Mais il y en a que ça n'arrange pas parce qu'ils partent loin ou pas. Mais effectivement, on doit s'envoyer charge pendant tout délai de préavis, et sauf renonciation vraiment expresse et non équivoque du propriétaire,
le fait qu'on ait fait un état des lieux, qu'on ait remis ses clés, qu'on n'ait plus la garde du logement, ben, il n'en demeure pas moins que s'il reste encore un mois de préavis, on doit encore payer ce mois de préavis si ce n'est pas reloué. L'importance de la remise des clés. Ben non, l'assurance, là, on n'a plus la garde de la chose. Donc, effectivement, l'assurance, c'est terminé. Hein. Mais on doit quand même son loyer et ses charges. La remise des clés, c'est important. Mais la remise des clés, c'est quand même très important. Hein. Il faut partir avec un document écrit. Donc là aussi, bon, ça peut faire l'objet de tout un tas d'informations concernant tout ce qui tourne autour de l'état des lieux. Mais normalement, à la fin, donc, il y a un état des lieux et une remise des clés. Et c'est important parce que souvent, les locataires, ils partent, je ne sais pas, si le propriétaire a fait son papier, tout ça, ils partent sans papier. C'est très embêtant parce que comme effectivement, vous parlez de l'assurance, vous faites bien parce que les assurances, très souvent maintenant, j'ai remarqué qu'elles exigent le papier d'état des lieux, hein, de remise des clés. Donc, c'est très important de partir avec ces papiers-là. Et la deuxième proposition, à l'expiration du préavis, le locataire n'est plus redevable du loyer des charges. Oui, mais attention, à partir du moment où aussi il a remis les clés. Vous avez des fois la fin du préavis, effectivement, mais le locataire qui est parti avec les clés, voilà, ben non, tant qu'on n'a pas remis les clés au propriétaire, à ce moment-là, on reste tenu d'une indemnité d'occupation et ça peut durer jusqu'à ce qu'on finisse par rendre les clés. Et vous avez des locataires, des fois, qui ont envie d'embêter le propriétaire et dit, oh, je garde les clés comme ça, voilà. Mais non, c'est pas bien. Ou on n'a plus de nouvelles, il est parti, ce qu'on appelle plus ou moins la cloche de bois, etc. Alors, le contrat de location congé du propriétaire. Ah, le propriétaire peut donner congé à tout moment s'il a besoin de reprendre son logement pour y habiter ou faire habiter un membre de sa famille. B. À l'expiration du bail, le propriétaire doit justifier d'un motif pour ne pas renouveler le bail. C. Le propriétaire doit respecter un délai de préavis. 1 en vide, 2 en meublé. Et D. Le locataire qui a reçu congé doit respecter un préavis s'il quitte le logement avant la fin du bail. Alors, ce sont les propositions justes. Ben non, parce qu'il ne peut pas donner congé à tout moment, le propriétaire. Il y avait des pièges, il y a des pièges. Il faut bien lire toutes les propositions. Ah, ouais, mais enfin, c'est pas conseillé de s'y prendre trop à l'avance parce qu'il peut y avoir des changements. Enfin, non, mais bon, en tout cas, il ne peut pas donner congé à tout moment dans le sens, il ne peut pas, voilà, au bout d'un an, s'il baillait 3 ans, il ne peut pas demander. Oui, mais donc, du coup, c'est pas à tout moment. Enfin, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui, parce que ça arrive que des propriétaires anticipent à l'avance, à la limite. donnent un préavis de 6 mois en disant c'est bien comme ça au bout de 6 mois. Mais non, il peut donner 1 an à l'avance. Hein, c'est pas interdit de s'y prendre à l'avance. Mais pour l'échéance. Voilà. Vous pouvez vous y prendre 1 an à l'avance parce que vous vous dites c'est bien, j'y pense, je ne dirai pas, c'est possible. Mais pour l'échéance. On ne peut pas demander à son locataire de partir à tout moment, n'importe quand, pendant les 3 ans. Oui. Alors, est-ce qu'à l'expiration du bail, le propriétaire doit justifier d'un motif? Vous dites que le propriétaire peut librement récupérer son logement sans motiver son congé? Non. Moi, oui, au bout de 3 ans. D'accord. Vous êtes tous d'accord avec... Non, je suis seule. Pour vous, monsieur, il faut un motif. Hein? Oui, vous avez raison, monsieur. Oui, vous avez raison. Et c'est là encore, effectivement, une difficulté de la loi. C'est-à-dire que non seulement le bailleur s'engage pour 3 ans, mais au bout de 3 ans, il ne peut pas dire « Oh, bah stop, j'ai plus envie de louer ». Il doit justifier d'un motif. Hein. Donc, on y reviendra à la diapo d'après, je crois plus précisément, mais si on doit justifier qu'on veut l'habiter ou qu'on veut le mettre en vente ou qu'il y a un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de ses obligations. Donc, effectivement, c'est strict quand même, hein, parce que 3 ans, et même au bout de 3 ans, on ne fait pas encore ce qu'on veut. Il faut absolument justifier un de ces motifs-là. On va les décourager complètement. Oh, il y a quand même des tas de propriétaires qui louent continuellement. Monsieur, vous vouliez dire Ah oui. D'accord. Ben là, ça peut être un motif légitime et sérieux.
Oui, oui, oui. Et là, il faut mettre le motif. Alors, il faut mettre quand même le motif. Il faut un motif légitime et sérieux. Donc, a priori, il est légitime et sérieux, hein, parce que le législateur dit notamment, donc c'est les cas le plus fréquents, l'inexécution par le locataire de ses obligations. C'est vrai que quand vous avez eu un locataire qui a toujours payé en retard, qui n'a pas bien payé, même si on n'est pas allé jusqu'au tribunal, qui a créé des problèmes de voisinage et tout dans l'immeuble, qu'on a fait des courriers, on a un dossier. Donc, principalement, c'est ce genre de motif. Mais effectivement, ça peut être admis pour d'autres choses. Un propriétaire qui veut complètement restructurer son bien en faisant des travaux, le propriétaire comme vous, où effectivement le logement est dans une zone où effectivement, voilà, il va y avoir des démolitions, des choses comme ça, bien sûr. Ouais. Donc, par contre, et voilà, il faut indiquer le motif, hein, puisque voilà, le caractère légitime et sérieux. Voilà. Bah oui, vous n'avez pas le choix, vous, propriétaire, donc voilà. Votre logement va être démoli? L'ensemble, oui. D'accord. Ok, ok. Oui. Oui, bah dans ce cas-là, bien sûr. Hein. Oui. Oui, de toute façon, ce serait la même chose si on était dans une situation d'insalubrité ou d'arrêter, avant de parler d'arrêté de péril, etc. Donc là, c'est un motif légitime et sérieux. Il n'y a pas de souci sur le fait de bien pouvoir. sûr. Mais ça n'empêche qu'il faut motiver. Il faut motiver. Oui, oui, bien sûr. Mais n'empêche que c'est quand même à la fin du bail. Hein. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que si vous mettez je vous donne congé pour motif légitime et sérieux, il faut le donner. Il faut donner le motif. Légitime et sérieux. Oui, oui. Voilà. Hein. Faut pas, parce que non, mais vous pourriez vous dire simplement ton motif légitime et sérieux, mais il faut bien indiquer le motif. Permis de démolir, etc. Vous pouvez consulter à la mairie. Enfin, voilà. Pas de souci. Les propriétaires qui veulent, enfin, on le voit, nous, à la maison d'habitat, pour les demandeurs de logement, qui viennent et qui nous disent oui, mais le propriétaire veut mettre ses enfants dedans. On va en parler, c'est un des motifs de reprise pour habiter. Hein. C'est une des diapos après. Alors, le propriétaire doit respecter un délai de préavis. Oui. Hein. Alors, en vide, c'est 6 mois. Hein, et en meublé, c'est plus court, c'est 1 année. Donc, on peut donner un préavis de 3 mois avant. Et en vide, donc 6 mois avant. Et on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'attention, parce qu'effectivement, un bail qui se termine le 30 décembre, 6 mois avant, c'est 30 juin. Hein. Donc, comme on disait tout à l'heure, effectivement, on n'envoie pas une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin, où le facteur va passer le 1er juillet, puis le gars va aller chercher la lettre le 10 juillet, parce qu'alors là, paf, on repart pour 3 ans, pardon. Voilà. Et donc, effectivement, voilà, hein, cette question que vous évoquiez, madame, tout à l'heure, c'est important, prendre un petit peu d'avance, parce que s'il y a un petit souci, pouvoir voilà, faire vite venir l'huissier ou aller voir le locataire. Hein. Minimum un mois. Voilà. Entre la lettre qui n'arrive jamais, les problèmes de la poste, les huissiers, on peut les voir consulter. Donc, c'est quelque chose, effectivement, quand on est propriétaire, il faut se faire un petit agenda quand même. Hein. Voilà, location vide au bout de 2 ans et quelques, point d'interrogation. Hein, parce qu'effectivement, si je veux donner congé, ou là, ce n'est pas l'objet, mais des fois, pour réévaluer des loyers, des choses comme ça, il y a effectivement ces délais à respecter. Donc, il ne faut pas laisser passer les échéances. Alors, pourquoi il y a une différence entre la durée du délai de préavis du propriétaire et du locataire? C'est parce que, je pense que vous l'avez compris, il faut que le locataire puisse retrouver un logement, et selon les secteurs, ce n'est pas toujours évident. Hein. Et même si souvent les locataires disent je vais faire une demande de logement social, mais bon, vous connaissez comme moi les délais qu'il peut y avoir pour qu'on attribue des logements sociaux aux locataires. Donc, heureusement qu'il y a au minimum 6 mois de délai de préavis. Selon les secteurs, ce serait difficile de se projeter. Voilà, et donc la dernière proposition, d'après vous, est-ce que le locataire qui a reçu congé doit lui-même, quand il veut partir, pendant ces 6 mois, par exemple, est-ce qu'il doit lui-même donner un délai de préavis ou de prévenance à son propriétaire? Une question qui est posée. Vous diriez non, madame? Oui, vous avez raison, effectivement. Soit c'est le locataire qui donne congé, qui donne son préavis, soit c'est le propriétaire. Et justement, comme on vient de le dire, ce préavis permet au locataire de faire des recherches, de pouvoir se reloger. Donc, dès qu'il a trouvé quelque chose, il peut parfaitement informer son propriétaire qu'il part à telle date. Ils se mettent d'accord sur une date de remise des clés d'état des lieux, mais le propriétaire ne peut pas exiger du locataire un minimum, par exemple, de 3 mois ou d'1 mois. Et le locataire, donc, là, à ce moment-là, est redevable du loyer et des charges que jusqu'au jour où il remet les clés. Le jour où il remet les clés, il n'est plus tenu. C'est vrai que si le propriétaire prévient 1 an à l'avance,
ça donne du temps aux locataires pour déjà se dire qu'il faut qu'ils recherchent quelque chose, qu'ils commencent ces démarches. Non, mais ça peut être bien aussi. Des fois, quand on est sûr de ne vouloir pas renouveler. Oui, alors après, on en reparlera tout à l'heure, le congé pour vente, où c'est un peu spécifique et où là, je ne conseille pas forcément de s'y prendre trop. Toujours congé du propriétaire, parce qu'il y a à dire, hein, congé du propriétaire. Alors, le propriétaire peut donner congé du logement pour reprise parce qu'il souhaite occuper le logement pendant ses vacances. B, le propriétaire peut reprendre le logement pour y faire habiter toute personne de son choix. Et C, la personne bénéficiaire de la reprise doit occuper le logement pendant au moins 2 ans. Sur des vacances selon les secteurs, les zones, dans le sud de la France, par exemple, il y a beaucoup de propriétaires qui mettent des clauses et des clauses qui disent que pendant les vacances d'été, à la Grande Motte, au Gros du Roi, parce que c'est souvent des étudiants qui partent pendant les vacances d'été et donc ils en profitent pour louer pour les vacanciers. À la semaine, c'est bien plus rentable. C'est vrai que c'est une pratique dans certains secteurs. Dans le logement, ils ne peuvent pas nous sortir, même si aussi, rentre au 1er octobre et au 31 mai. Vous voulez dire en tant que locataire? Oh ben non, le propriétaire ne pourra jamais rentrer, lui, c'est une violation de domicile. Vous pouvez rester. Dans ce genre de contrat, que j'ai vu, au 1er octobre, on part au 31 mai. Alors là, attendez, c'est autre chose. Alors là, tout à l'heure, on a vu qu'en bail meublé, on pouvait faire pour les étudiants un contrat de 9 mois qui s'arrête de façon fixe. Et effectivement, là, ça permet à des propriétaires, justement, il y en a qui font ça dans les zones touristiques, voilà, où ils louent à des étudiants pendant l'année scolaire. Et l'été, ça leur permet d'avoir la libre disposition du bien, justement, soit pour en profiter eux-mêmes ou de la famille, soit pour le donner en location à des touristes. Oui, voilà. Mais là, c'est précisément meublé. Ah ben, c'est pas meublé, non. On part sur 3 ans, on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, non, ça, c'est pas possible. Et en fait, parce que j'y ai pensé aussi, la façon dont j'ai mis cette proposition, Brigitte, effectivement, tu es partie là sur cette histoire de vacances, et après, j'ai pensé, oui, qu'on pouvait penser à ça, parce que nous, on a des locataires qui nous disent, mon propriétaire veut venir pendant les vacances. Mais c'est pas en fait vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire dans cette proposition, c'est que, attention, le propriétaire qui donne congé pour reprise pour habiter, et on va voir quelles personnes peuvent habiter, c'est une habitation à titre de résidence principale. C'est-à-dire qu'un propriétaire ne peut pas dire « je reprends le bien parce que je vais en faire ma résidence secondaire », par exemple. C'est-à-dire qu'il ne voudrait plus louer parce qu'il dit « moi, finalement, ce bien, j'aimerais bien qu'il soit disponible pour moi, pour ma famille, comme ça j'y vais les week-ends, les vacances et tout ». Non, ce n'est pas un congé pour reprise valable parce que la reprise, elle doit être à titre d'habitation principale. C'est dur quand même, pour un propriétaire de lui dire qu'il ne peut pas reprendre. Et ça, c'est vraiment un vieux, ça date de l'OM même de 82, en 89, ça a toujours été. Non, un propriétaire, on va le penser. Non, je vous en prie, madame. La location se fait dans son habitation principale. Il doit reprendre. Il peut toujours effectivement finalement vouloir récupérer cette pièce pour agrandir sa résidence principale. Bon, après, il peut toujours y avoir apprécier le caractère légitime et sérieux de la reprise, mais oui, bon, ça se voit de temps en temps, effectivement. Oui. Ça peut être valable, oui. Ça va être fonction des circonstances, franchement. Là, c'est vrai que... par exemple, une personne qui habite sa maison, par exemple, qui elle a loué, je ne sais pas, un petit truc au rez-de-chaussée, par exemple, une chambre. C'est un appartement indépendant avec un bail. Des fois, ça arrive, des chambres, ouais. C'est vrai que congé pour reprise pour habiter, moi, je l'ai eu ce cas. Je l'ai de temps en temps, ce cas-là, ouais. Je vous dis, effectivement, si jamais le locataire s'aperçoit que le propriétaire a remis un autre locataire derrière, à ce moment-là, ce sera frauduleux. Si on ne remet pas de locataire, effectivement, que finalement, oui, j'avais loué une chambre parce que j'avais un peu besoin d'argent, mais finalement, je suis petitement logée et je récupère quand même cette pièce, ça fait une chambre de plus pour mes enfants. Bon, je ne vois pas effectivement là ce qu'on peut dire. Si c'est déclaré. Voilà. Ça, c'est si c'est déclaré, parce que si c'est du Airbnb. Attendez, oui, mais alors là, c'est autre chose. Le Airbnb, on n'est plus en résidence principale. Donc, non, attendez.
Non, là, on parle de congé pour reprise pour habiter. Donc, soit effectivement, ce n'est pas une vraie reprise pour habiter, le locataire s'aperçoit qu'il y a un autre locataire derrière parce que le propriétaire en avait marre de ce locataire, ça peut-être lui revenait pas ou il veut mettre plus cher et tout, et on s'aperçoit qu'il y a un autre locataire, bah, ce sera forcément un congé frauduleux. Soit effectivement, à la limite, quelqu'un voilà, qui avait loué une pièce, mais éventuellement maintenant, bah, finalement, qui voudrait être un petit peu plus confortable et tout ça, qui ne reloue pas, bah, moi, je ne vois pas pourquoi on irait forcément le pénaliser. Hein. Bon. Mais c'est toujours pareil, hein. Des fois, la loi ne prévoit pas tous les cas. Et bon, s'il y a litige, ben, au pire, c'est un tribunal, c'est le juge qui tranche. Hein. Alors, c'est vrai qu'il faut sonder un peu les intentions. Si c'est juste une chambre, ce n'est pas un contrat de location. Si, meublé, par exemple. On a souvent des chambres meublées, par exemple. Juste la chambre, bien sûr. Je fais confiance en collaboration. Non, mais si, il y a des gens qui louent des chambres. Bon, c'est souvent effectivement des étudiants, par exemple. Hein, mais... Ah ben, c'est le même délai que c'est du droit commun. On doit donner congé pour reprise pour habiter. Si c'est une chambre vide, ce qui est rare, c'est 6 mois avant la fin du bail. Si c'est du meublé, c'est 3 mois. Et on dit qu'on veut reprendre pour habiter soi parce que finalement, on a besoin voilà, de cette pièce. Quoi. Meublé, oui. Voilà. Et donc, effectivement, la reprise, c'est strict, c'est de l'habitation principale. Si on n'habite pas à titre principal, si le propriétaire ne déménage pas là réellement, ne fait pas du logement son principal établissement et ne met pas toutes ces adresses-là, fiscales, tout ça et tout, ce n'est pas de l'habitation principale et ce n'est pas un congé pour reprise valable. La résidence principale, elle est définie par 8 mois au moins par an. 8 mois par an. C'est là où vous avez, vous payez vos impôts. Et maintenant, il faut justifier du caractère légitime et sérieux de cette reprise. Là encore, la loi est devenue plus stricte. Hein, parce qu'effectivement, des fois, on voyait, il faut reconnaître des congés pour reprise qui étaient un peu spéciaux. Hein. Les personnes dans une grande maison qui tout d'un coup donnaient congé pour reprise d'un studio ou d'un T2, ça paraissait un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que le législateur a mis que, voilà, il faut s'expliquer un peu pourquoi on reprend. Bon, on n'en demande pas non plus d'étaler toute sa vie privée ou quoi, mais effectivement, voilà, ça peut être, je vends ma maison parce que je pars en retraite. De l'accord du juge, il n'y a pas ce qu'on appelle le contrôle a priori du motif. On ne peut pas saisir le juge pour demander de contrôler. Non, sauf si on trouve que le motif. Mais ça se fait pas. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence pour l'instant. Le contrôle se fait a posteriori. Ouais. C'est-à-dire que le preuve sonder l'intention, c'est pas toujours évident. Donc malheureusement pour les locataires, c'est vrai que c'est une fois qu'ils sont partis qu'ils vont constater qu'en fait le propriétaire vient pas habiter, a laissé vide un moment, à relouer. Où là, éventuellement, voilà, il peut attaquer en congé frauduleux. Hein. Mais c'est vrai que les congés frauduleux, il peut y avoir des dommages-intérêts quand même pour le locataire. Et puis même maintenant, il y a une amende pénale. Donc, il faut quand même faire attention. C'est ce que ça sera la conclusion. Alors, est-ce que c'est pour toute personne de son choix? Non, là encore, c'est précisément défini. Le propriétaire peut reprendre pour habiter, bien sûr, pour lui-même, pour son conjoint, hein, marié ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin notoire, hein, depuis au moins 1 an, ou pour ses ascendants, c'est-à-dire parents, grands-parents, ou descendants, enfants, petits-enfants, ou ceux du conjoint, concubin, partenaire de pacte, descendants ou ascendants. À peine de l'unité, il faut indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise pour qu'il puisse éventuellement y avoir un contrôle, hein, et le lien de parenté. Donc, vous voyez, c'est strict quand même au niveau de la forme. Au niveau de l'ANIL, on a des modèles. Oui, de l'ANIL. Sur le site de l'ANIL, notre fédération nationale, on a pas mal de modèles de congés. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, vous avez des modèles de lettres. Hein. Des modèles de lettres. Donc, ça devrait vous inspirer. Si vous avez un petit moment pour aller sur le site national, qui est vraiment bien fait, avec beaucoup d'informations. Au niveau du site de l'ANIL, on relaie l'information. Hein. De toute façon, on travaille. Le fond de l'information et celui qu'on traite, c'est celui de notre organisme national. Localement, on met des informations complémentaires. Ce sont les mêmes informations que vous allez retrouver. Donc, vous retrouverez des modèles. Pas mal de modèles. Hein, oui, maintenant, ils ont mis des modèles de lettres. Des simulateurs, je crois. Hein, oui, bien sûr. Oui, oui. Je laisserai aller faire un petit tour sur le site et vous verrez. C'est pas mal. Voilà. Et d'après vous, est-ce que la personne bénéficiaire de la reprise doit occuper le logement pendant un certain temps, notamment 2 ans, par exemple?
Non, mais madame a raison, effectivement. Alors, mais ça, c'était au tout début, la loi de 82. Ouais, Kyo, avant la loi de 89, ça avait été prévu. Et puis là, par contre, le législateur a pensé que c'était un petit peu dur. Là, par contre, côté propriétaire, on a mis un peu de souplesse. Vous avez des gens, des fois, en toute bonne foi, qui vont vouloir reprendre, par exemple, ou le fils, par exemple. Mais derrière, si on a une mutation professionnelle, par exemple, et qu'on est obligé de partir, on ne va pas vous imposer du coup de rester 2 ans. Alors, en cas de discussion, dans le cas vraiment d'un locataire pinailleur qui ne serait pas content de devoir d'être parti, qui dirait bah, dis donc, il n'y est pas, et au bout de 6 mois, il n'y est déjà plus, et qui attaquerait devant le juge, bah, le juge, effectivement, demanderait les raisons, et puis si c'est valable, que ce n'est pas frauduleux, bah, il n'y a pas de souci. Et donc, effectivement, pas d'obligation de rester un temps minimum. Voilà. Coralie. Oui, si quelqu'un a des questions. Alors, le contrat de location, congé toujours du propriétaire. Donc, lorsque le propriétaire vend le logement, le locataire est prioritaire pour acheter. B, le propriétaire doit indiquer dans le congé le prix et les conditions de la vente. C, le non-respect pour le locataire de ses obligations peut justifier le non-renouvellement du bail. Alors, au moment du congé, hein, là encore, il faut faire un petit distinguo. Savoir, alors là, par contre, lui aussi, propriétaire, vous avez quand même ce droit-là. Effectivement, pendant le contrat de location, il y a quelque chose qui vous est permis quand même, c'est de vendre votre logement. Si vous avez besoin de le vendre, il n'est pas interdit de le vendre. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est donner congé, demander au locataire de partir. Donc, bien sûr, vous ne vendez pas dans les mêmes conditions. Bon, après, vous pouvez toujours le proposer au locataire en cours de route. S'il est d'accord pour acheter, tout le monde est content, parfait. Mais sinon, si vous avez vraiment besoin de le vendre, que le locataire n'est pas de toute façon du tout intéressé, vous pouvez le mettre en vente, mais vous le mettez en vente, effectivement, avec le contrat de location en cours. Donc, soit ça va intéresser un investisseur, éventuellement, qui veut faire de la location, mais si ça se passe bien avec le locataire, on pourrait trouver des personnes intéressées, soit c'est quelqu'un, éventuellement, qui n'est pas pressé d'habiter. Donc, attention, il n'est pas du tout interdit de vendre. Hein. Mais effectivement, c'est peut-être plus compliqué de trouver un acquéreur. Il y a une décote en principe. Ça dépend de l'époque. Ça dépend de la durée du bail. La durée du contrat de 3 ans, elle est obligée d'être. Oui, ben, le contrat, il est de 3 ans. Donc, en cours de route, alors le contrat, il se continue. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, vous voulez vendre. Le contrat, il reste 2 ans. Vous ne pouvez pas demander à votre locataire de partir. Vous mettez en vente. L'acheteur, va falloir quand même le renseigner pour qu'il soit au courant. Bon, puis des fois, ils viennent visiter, donc les locataires se manifestent. Ils disent bah, « je suis là, mon contrat de location, il dure encore 2 ans ». Bon, bah, effectivement, on achète en connaissance de cause et on continue ce bail aux mêmes conditions. Ça s'impose à l'acheteur. Il faut évidemment, quand on est acheteur d'un appartement occupé, personnellement, si je devais acheter un appartement, je vérifierais la date à laquelle je peux donner congé à l'occupant si je veux le récupérer. Pas dans voilà. Un investissement. Puis comment ça se passe hein, voilà, si le locataire paye bien. Souvent, il y a aussi des fois la faiblesse du loyer, des fois, quand ça n'a pas été réévalué depuis longtemps, qui fait que comme c'est compliqué d'augmenter les loyers, l'investisseur ne va pas être trop intéressé. Voilà. Mais on peut vendre en tout cas. Hein. Et par contre, à l'échéance du contrat, effectivement, quand on donne congé pour vente, il y a un droit de préemption, le locataire est prioritaire. Pas prioritaire, c'est une vente en dehors d'un contrat. Voilà. Alors que souvent, là aussi, c'est une idée répandue. Hein. On me dit, oh là là, je mets en vente, je dois le proposer à mon locataire. Hein. Ou le notaire m'a dit, je dois le proposer. Non, on est vraiment obligé de le proposer que dans le cadre du congé pour vente. Donc, du coup, oui, quand le propriétaire donne congé pour ce motif, hein, on a vu le premier motif, la reprise pour habiter. Le deuxième motif, effectivement, c'est la vente. Hein. Et là, alors, c'est un congé extrêmement réglementé. C'est-à-dire que le locataire, donc, on doit mettre dans son congé le prix et les conditions de la vente. Et il y a tout un article de la loi à reproduire. C'est-à-dire qu'on va expliquer au locataire qu'il est prioritaire pendant les 2 premiers mois de délai de préavis. D'accord ? Donc, je prends mon exemple du bail qui se termine le 30 décembre. Le locataire doit être prévenu au plus tard le 30 juin. À ce moment-là, le locataire, il a juillet, août pour dire éventuellement s'il veut acheter à ce prix-là. On peut discuter le prix. Le propriétaire n'est pas obligé de baisser son prix à ce moment-là. Soit les gens font affaire, très bien, le locataire a un délai pour demander ses prêts, etc. Et tout. Sinon, si le locataire n'est pas intéressé, a dit non, n'a pas répondu, à ce moment-là, le propriétaire peut vendre à qui il veut. Le locataire, son seule obligation, c'est de partir au plus tard à la fin des 6 mois.
Par contre, si le propriétaire finalement vend à des conditions plus avantageuses, baisse son prix, il doit de nouveau transmettre ces nouvelles conditions au locataire qui a de nouveau 1 mois éventuellement pour préempter à ces nouvelles conditions. Donc, vous voyez, c'est un congé qui est... Il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il faut avoir évalué son bien. Par notaire, huissier dans ces cas-là, quand on n'a pas trop l'habitude, parce qu'on peut vite... voilà. Alors, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donner congé par anticipation, par exemple 1 an avant, c'est pas mal pour le locataire, mais d'un autre côté, attention, si vous tombez sur un locataire muet qui ne vous dit pas ce qu'il veut faire, ça veut dire que vous allez être bloqué, que vous n'allez pas pouvoir mettre votre bien en vente, parce qu'il est prioritaire pendant les 2 premiers mois du délai de 6 mois. Mais ces 2 mois, on ne peut pas les rejeter plus tôt, si je puis dire. C'est-à-dire que, voilà. Donc, c'est vraiment les 2 mois dans les 6 derniers mois. Donc, attention, parce qu'il peut se passer plein de choses. Hein. Vous savez, des fois, effectivement, le marché immobilier, il peut changer. Il vaut mieux lui proposer en dehors d'un congé. Et en fonction de sa réaction, faire un congé après par la suite. Voilà. On teste, on discute avec son locataire pour savoir s'il est intéressé. Et si on voit qu'il n'est pas intéressé, à ce moment-là, on se dit, bon, si je veux le vendre, il va falloir que je lui donne congé. Il vaut mieux procéder comme ça. Donc, congé pour vente, congé ultra formaliste et réglementé. Hein. On oublie de mettre une mention et ce n'est pas bon. Voilà. Professionnel. Et le non-respect par le locataire de ses obligations peut justifier le non-renouvellement du bail. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que le 3e motif, reprise pour habiter, vente, et 3e motif, motif légitime et sérieux. Voilà. Et je crois qu'il ne reste plus qu'une diapositive. Alors. Oui, parce qu'après, vous allez trouver de temps long. Voilà. Alors, le congé. Donc, je vais être découragée par tout ce qu'on vous a dit. C'est ça. Donc, j'ai une réunion avec la DIN, c'est bon, je vends. Je suis décidée du coup. Donc, je poursuis. A. Le propriétaire qui donne congé doit proposer un relogement au locataire. B. Le propriétaire ne peut pas donner congé à un locataire âgé. Et C. En cas de vente du bien en cours de contrat, le nouveau propriétaire peut donner congé comme le propriétaire vendeur à l'échéance du contrat. Alors. Alors, ouais, vous êtes sur la piste. Alors, non, en principe, le propriétaire ne doit pas reloger son locataire. Hein. Ça serait, c'est déjà compliqué, comme on vient de voir. S'il fallait à chaque fois en plus trouver un appartement pour le locataire, on s'en tire pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a une protection qui a été instaurée quand même pour les locataires âgés. Mais c'est pas... Donc, effectivement, il n'y a que dans ce cadre-là, hein, que ce soit en vide ou en meublé d'ailleurs. Hein, voilà. Mais ce n'est pas une protection tout à fait dans tous les cas. Hein. Donc, effectivement, et protéger le locataire qui a 65 ans et plus. Mais alors, lui, c'est cumulatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un locataire de 80 ans qui, s'il est aisé, vous aurez le droit de lui donner congé. On parle, le locataire qui est protégé, c'est le locataire qui a plus de 65 ans et qui a des ressources qui ne dépassent pas un certain plafond. C'est les plafonds maintenant qui permettent de se voir attribuer un logement social. Ouais, c'est à peu près les plafonds russes du logement social. Hein. Voilà. Mais même dans ce cas-là, ça ne s'applique pas dans tous les cas. Hein. Donc, effectivement, des fois, vous avez des propriétaires, ils ne veulent absolument pas louer à des personnes âgées. C'est un petit peu radical parce qu'il y a des cas quand même où c'est possible. Hein. Donc, vous dites quelqu'un qui est quand même, qui a des revenus confortables, on pourra tout à fait lui donner congé, même s'il est très âgé. Et si le propriétaire, et lui, ce n'est pas cumulatif, si le propriétaire lui-même a plus que 65 ans, hein, donc tous les propriétaires âgés, finalement, ils ne sont pas obligés, même si le locataire est âgé, de proposer un relogement. Ou, c'est plus rare, mais ça peut arriver à un jeune propriétaire qui n'a pas de gros revenus. Et là, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc, effectivement, un propriétaire qui a moins de 65 ans, mais effectivement, qui a des revenus inférieurs à ce fameux plafond,
éventuellement, même face à un locataire âgé et de faibles ressources, il ne serait pas obligé de lui proposer un relogement. Alors, dans les cas, pour les propriétaires concernés, il faut reconnaître que c'est quand même compliqué parce que dans nos territoires où c'est dur de trouver des logements, aller trouver un logement qui correspond aux besoins et aux possibilités, et souvent les personnes âgées, elles n'ont pas trop envie de partir de chez elles, souvent elles sont habituées depuis très longtemps. Donc, franchement, là, je reconnais que pour les propriétaires, c'est quasiment mission impossible. Il n'y a plus de place dans les EHPAD, monsieur. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours de notre président de la République, il va falloir aider les gens chez eux. Et les EHPAD, il n'y en a pas assez, c'est trop cher, et tout le monde n'a pas les moyens. Bah, si on le dit vraiment, ouais, à la limite, hein, ça peut être, voilà, si on dit non, non, je vous loue, voilà. Si vous dites non, vous êtes trop vieux. C'est-à-dire, après, il faudra pas porter la preuve quand même quand c'est verbal, mais bon. Non, non, mais il y a même des agences quand même qui sont réticentes, on le voit bien, hein, pour louer à des personnes âgées. Finalement, la durée du bail, elle est que de 3 ans. Hein. Donc, un propriétaire âgé peut se retrouver à la rue du jour au lendemain et il va falloir qu'il se reloge. Donc, il faut aussi qu'on pense à, je ne sais pas quelle solution. Je comprends le propriétaire qui se dit, oh là là, je ne vais jamais pouvoir le récupérer. Si, il peut le récupérer, mais il faut lui proposer un relogement. Non, mais des fois, c'est compliqué. Et vous n'avez pas une obligation de résultat. Hein. Non, puis alors, des fois aussi, attention, parce que le locataire, il ne peut pas exiger exactement le même logement. S'il occupait un T4, mais qu'il est tout seul, ben non, il va devoir quand même se contenter peut-être d'un T2. Hein, voilà. À peu près à ce niveau de prix, c'est OK. Pareil, hein, je veux dire, ça, le loyer doit correspondre à ses ressources, mais ça ne sera pas forcément exactement le même loyer. Hein. Un logement similaire. Pas le T4, voilà. Sur le lac d'Annecy, le lac correspondant aux besoins et possibilités. Il y en a qui me le disent, des fois, ils me disent, vous comprenez, je ne peux pas lui trouver parce qu'il paye 400 €. Vraiment, pour l'anecdote, je crois que le propriétaire, le pauvre, il a été découragé parce que, en termes de relogement, son locataire avait refusé parce qu'il avait, donc le logement salé, mais il avait une très très grande télé et la télé ne rentrait pas. Moi, ça m'a marqué cette histoire. Ah, mais des fois, on voit de tout. Et alors, pour finir, c'est effectivement une petite condition voilà, supplémentaire qui a été aussi apportée par la fameuse loi de 2014, la loi Allure. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, voilà, on peut vendre son bien en cours de contrat et l'acheteur doit poursuivre le bail aux mêmes conditions. Et là encore, durcissement des conditions, c'est-à-dire que effectivement, si on souhaite par exemple donner congé pour occuper le bien, tout dépend de la date de la vente. S'il reste moins de 2 ans avant la fin du contrat, le congé, il faut le donner voilà, pour la bonne date, mais les effets seront reportés de façon à ce que ça fasse 2 ans au moins à partir de la vente. Donc, des fois, on peut se retrouver avec effectivement 6 mois de plus, par exemple. Et en cas de vente, si c'est effectivement moins de 3 ans, on pourra donner congé pour vente que pour le prochain renouvellement. Donc voilà, je tenais quand même à le dire parce qu'il faut le savoir. Effectivement, on disait tout à l'heure, on rachète, c'est bon, je veux donner congé dans 1 an et je pourrais. Ben non, quand on a acheté, et voilà. Nous, effectivement, c'est vrai que trouver des acheteurs pour un bien occupé aussi, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je termine sur cette note un petit peu compliquée, là, et un petit peu dure. Mais... Il faut être professionnel pour louer, mais pas loin. Hein, Merci beaucoup. Mais bon, il y a les conseillers de la DIL pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup parce que Pascal a passé toute sa journée à renseigner les personnes avec un téléphone qui ne fonctionnait pas. Vous dites. Donc, on peut la remercier parce qu'après sa journée de travail. Merci Pascal. Merci à vous d'être venu. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois qu'on vous a bien parti la tête. Vous avez le petit dossier et voilà. Voilà, téléphone, rendez-vous à la maison de l'habitat pour les cas personnels avec les papiers, tout ça. N'hésitez pas.